si on prolonge cette idée de marxisme et de trotskisme dans le cas de certains auteurs, Emanuel Wallerstein, américain, qui décrit le monde d'une manière suivante. Il a proposé la conception de le système du monde en basant sur les idées différentes, par exemple de Fernand Braudel et des autres auteurs de conception de développement dépendant de Furtado et les autres sources. Aussi en basant sur Marx. Aussi bien. L'idée de Wallerstein sont suivantes. Qu'il n'existe pas les nations, que tous les processus mondiaux sont internationaux parce que sont deux classes. Il y a seulement deux classes et non pas les classes nationales. Il y a la classe bourgeoise internationale et la classe prolétaire aussi internationale. Et l'histoire économique est orientée seulement dans ce sens de concentration de la classe bourgeoise dans le nord riche, autour du pôle de la civilisation américano-européenne. C'est en quelque sorte le pôle riche, comme l'expression spatiale, géographique de la classe bourgeoise. Et aussi, il y a la périphérie globale, où se concentrent les pauvres, les dépossédés de ce monde, donc la classe prolétaire. Et le processus historique fait cette concentration inévitable. Donc, nous allons directement à la situation du système du monde quand il n'y aura plus les nations, les États, et l'économie sera le seul fondement social au niveau global et mondial. Donc, pour que l'histoire économique se produise dans ce sens, il faut internationalisation absolue de la bourgeoisie, donc de la création de la bourgeoisie internationale de tous les pays, de régime de tous les pays, dans certaines places que Wallerstein appelle le centre ou le noyau. Mais aussi, il faut émigration des ressources de travail aussi internationales au niveau mondial dans l'autre zone qu'il appelle périphérie. Et finalement, dans ce sens, la globalisation et le globalisme est en quelque sorte inévitable parce que il s'agit de la logique économique de l'histoire. Donc, selon Wallerstein, qui est un des penseurs de la gauche alter-globaliste, de la gauche anti-globaliste, aussi et un des idéologues de beaucoup des organisations et conférences orientées contre la globalisation, selon lui, la globalisation capitaliste, libérale, avec l'hégémonie du riche nord représenté par les États-Unis et l'Europe occidentale, est absolument inévitable. Et seulement après cette globalisation et internationalisation tout accomplie dans le pôle bourgeois, dans le nord riche, devra suivre l'internationalisation de classe prolétaire. Donc, la liberté de l'immigration est un mélange et confusion totale de ces classes, avec la perte totale de toutes les identités nationales, ethniques,
religieuse, etc., etc. Donc, de l'histoire, avec l'identité multiple et plus ou moins enracinée, on passe vers, disons, l'économie, le système du monde, au système monde, où il n'y aura plus bourgeoisie nationale, mais aussi prolétariat national. Tous seront internationalisés, et seulement après, et non pas avant, il y aura, après accomplissement total de ce projet-là, de la création et fixation finale du système monde, il y aura révolution prolétaire quand les prolétaires absolument nécessairement perdus, qui doivent perdre avant ça toute l'identité nationale, ethnique, religieuse, après cette perte, quand vraiment nous aurons l'autre homme prolétaire, travailleur sans race, sans patrie, émigré, donc nomade, en recherche de travail par le monde. Donc seulement après ça, avec une nouvelle classe prolétaire, que sera de périphérie, qui possédera de périphérie vers le centre, à la recherche de meilleur travail, après ça, il y aura la révolution prolétaire. Quand les émigrés prendront le pouvoir des capitalistes nord riches. Mais pour l'instant, il y a la dernière phase de cette globalisation, selon Wallerstein. Et problème avec le communisme soviétique, Lénine et surtout Staline, ici il répète Trotsky, problème c'est que si on veut faire la révolution socialiste et prolétaire avant cette globalisation, on finira par la création de système national bolchevique et même national socialiste, comme c'était le cas dans la Russie soviétique. Donc, on ne doit pas faire la révolution prolétaire avant cette phase de la globalisation. Donc, la victoire de l'hégémonie américaine, occidentale, libérale est absolument nécessaire comme la condition pour faire après la révolution. C'est donc, nous sommes dans une théorie gauchiste, théorie marxiste, théorie prolétarienne, qui n'est pas, disons, futile, c'est quelque chose qui est, disons, élaboré. Ce sont les idées. Et quand Christian Boucher a évoqué les néocons, c'est précisément la même chose. La logique, pourquoi les trotskistes de Podgorelets, de la revue Commentaries, et les autres, Crystal, Junior, Senior, toute l'équipe des néocons, pour comment ils expliquaient cette évolution à partir du groupuscule trotskiste vers l'entrisme, par l'entrisme dans le Parti démocrate, libéral et capitaliste, vers les républicains, ultra-capitalistes, ultra-impérialistes. Et c'était eux, les trotskistes et les fils des trotskistes, qui ont accentué encore cette hégémonie libérale américaine en proposant l'empire. Et ici, on approche au concept de notre ami Alain Soral. L'empire, c'est la création de l'empire américain, le concept de l'empire au sens américain et au sens soralien, c'est précisément, en quelque manière, l'imagination de la gauche, de l'extrême gauche, qui veut plus vite instaurer l'hégémonie américaine libérale ultra-capitaliste partout, en détruisant toutes les identités enracinées, nationales, ethniques, religieuses, et pour après, avec, disons, l'homme nouveau, post-immigré, immigré, qui sera totalement libre de tous les liens avec la religion, l'ethnie, la patrie et toutes les traces de l'identité collective.
avec le prolétaire idéal qui n'existe pas. Le prolétaire comme le concept de l'individu privé de toutes les qualités, comme c'était imaginé par Marx aussi, qui n'a rien à perdre. Donc parce qu'il n'est personne, il est socialement abstrait. Donc ce prolétaire-là doit prendre le pouvoir. Non pas le prolétaire actuel parce que c'est le prolétaire français, prolétaire russe, prolétaire hindou, prolétaire africain. Il possède certaines identités. Seulement le prolétaire prolétarien, qui n'existe pas mais qui doit exister, dans le processus de l'immigration libre, grâce à l'idéologie des droits de l'homme, parce que ça donnera la possibilité de cette confusion totale et destruction totale des identités collectives. Donc, après ça, on aura le système monde qui donnera la possibilité de faire la révolution mondiale prolétarienne. Bon, quelque chose dans ce genre était exposé dans les livres de Negri et Hart sur la multitude et l'empire. Plus ou moins la même idée, très justement critiquée par Alain de Benoît dans Crisis, si je me souviens bien. Donc, voilà l'explication du projet et de certaines collaborations, non pas, disons, contingentes, mais profondément enracinées dans la théorie marxiste de l'extrême gauche avec le libéralisme. Et tout ça, nous voyons dans l'affaire de Pussy Riot, chez nous, c'était l'extrême gauche, soutenu par les Américains, par les libéraux, totalement, et dans beaucoup des autres cas. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans cette situation le racisme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est aussi la quatrième théorie politique? Pour comprendre ça, à partir de cet exemple de la vision de Wallerstein, on peut évoquer troisième concept de Wallerstein qui s'appelle semi-périphérie. Parce que, selon Wallerstein, il existe aujourd'hui le noyau, le nord riche, représenté par la société atlantiste, proprement dit, américano-européenne, oligarchique, libéral capitaliste. C'est le centre. Le centre théorique, le centre économique, le centre politique, le centre géographique du système monde. Il y a les périphéries qui proprement représentent des zones rurales, globales, où on puise la majorité des ressources des travailleurs parce qu'ils ne peuvent plus exister dans l'ambiance naturelle. Ils commencent à bouger dans la recherche de travail, et après il y a même l'échelle de l'immigration, parce que en Occident ou en Russie c'est le point terminal de l'immigration, mais l'immigration passe du village vers le cité, vers le petit cité, vers le grand cité, du troisième monde aussi, des mondes périphériques, parce que tout le monde bouge maintenant. Et c'est la périphérie, c'est, disons, l'espace politiquement concret où habitent les plus pauvres du monde. Mais aussi, il y a semi-périphérie, de concept de Wallerstein, qui ne sont pas membres du club des riches du Nord, et qui sont plus développés, plus organisés, plus sophistiqués que les représentants de la périphérie pure, semi-périphérie. Ce sont la Russie, la Chine, le Brésil, certains pays arabes, d'autres pays de l'Amérique latine, peut-être en quelque sorte Inde, dans certains secteurs. Donc les pays de BRIC. Des pays de BRIC
qui sont plus ou moins caractéristiques pour comprendre qu'est-ce que c'est la périphérie. Semi-périphérie, pardon. Semi-périphérie, qui n'est pas ni première monde ni troisième monde, c'est second monde. Parag Khanna, l'expert américain, a écrit le livre là-dessus. Deuxième monde, second monde, second world. Parag Khanna qui aussi développe ce concept de Wallerstein. Qui est intéressant, si on considère qu'est-ce que c'est ce deuxième monde, qu'est-ce que c'est semi-périphérie? Ici, nous approchons à l'eurasisme. On peut demander à Wallerstein, qu'est-ce que lui pense de cette semi-périphérie? Selon lui, c'est, disons, les grands blocs au pays en transition destinés de s'éclater, d'être détruits de l'intérieur ou de l'extérieur, pour que la bourgeoisie de ces pays de deuxième monde s'intègre dans le nord riche, et que les prolétariens de ces grands espaces politico et socio-économiques s'intègrent à l'immigration provenant du troisième monde. Donc, pour ça, il faut ouvrir les frontières, organiser l'intervention humanitaire, insister sur les droits de l'homme, organiser NGO, etc., pour ouvrir cet espace et laisser possibilité à l'élite économique, aux oligarques deuxième monde s'intégrer dans le riche, nord riche, et en même temps les fleuves des émigrés doivent entrer librement d'en bas à partir du troisième monde. Donc, semi-périphérie de Wallerstein doit disparaître. Et c'est nécessaire pour que ce système monde commence d'effectivement exister. Donc, dans ce cas, semi-périphérie, c'est l'obstacle plus grave pour la création de système monde, et donc c'est en quelque sorte le délai pour la révolution prolétaire. Semi-périphérie, deuxième monde, donc représente le phénomène nouveau, parce que ce ne sont pas les nations et ce ne sont pas les États-nations qui font ce deuxième monde, mais ce sont en quelque sorte grandes civilisations qui apparaissent précisément après la chute du communisme, que Huntington a appelé les civilisations, dans son article fameux, La Clash of Civilizations. Ce sont les civilisations islamiques, civilisations russo-orthodoxes ou eurasiennes, civilisations latino-américaines, civilisations chinoises, civilisations hindoues, qui se sont apparues juste après la fin des blocs. Et donc, nous sommes dans la situation tout à fait pareille à la situation qui était dans les années 30 dans l'Europe, quand il y avait les marxistes, les capitalistes et les gens qui préféraient, ou disons les régimes qui préféraient trouver non se débloquer ni au sens de capitaliste, libéral capitalisme, ni au sens de communisme. Troisième voie. Mais tout ça était en Europe, c'est le trait caractéristique, et d'autre côté, c'était dans le cadre des États-nations, dans le système westphalien qui était vivant et présent. Maintenant, on a affaire avec le phénomène tout à fait pareil, mais au niveau global,
internationale, non pas européenne mais mondiale, et avec non pas au lieu d'État-nation, nous avons les civilisations qui sont les pôles de ce deuxième monde. Mais la même chose, les marxistes disaient qu'il faut choisir le camp des prolétaires, les libéraux capitalistes disaient qu'il faut choisir le pôle de la démocratie libérale, les pays anglo-saxons, les États-Unis et Angleterre, et certains ont refusé de faire ce choix. C'est vraiment très important. Donc, on a encore une fois dans la même situation. Wallerstein et les marxistes, la gauche, les libéraux nous proposent de n'exister plus, nous les Russes, représentants de la civilisation eurasienne, qui cherchent à s'affirmer maintenant. Ils proposent à nos oligarques, par exemple comme Prokhorov, Abramovich, Berezovsky, de s'intégrer dans la société occidentale, et aussi ils nous poussent pour ouvrir nos portes à l'immigration, disons, provenant de l'Asie centrale et des autres pays pour s'en finir avec disons, les classes, pour en finir avec les masses proprement russes, parce que dans quelques temps, ils ne seront pas les masses russes, ils seront les masses proprement dit. Donc, plus correspondant aux conceptions de Wallerstein. Et ici, on doit chercher le sens de l'eurasisme actuel. L'eurasisme, c'est la proposition de prendre comme l'exemple, non pas le Nord riche, non pas les pays de la périphérie, et aussi rejeter la logique du progrès propre aux libéraux et aux communistes. Parce que, aux communistes de type trotskiste, parce qu'ils sont dans la même vision de l'histoire qui se déroule progressivement vers système monde. Les libéraux pensent qu'ils pourront conserver le pouvoir, les communistes, la gauche, pensent font l'allure de penser qu'ils prendront le pouvoir après, mais leur sincérité, nous ne discutons pas maintenant, mais le projet est le même. Donc, pour en finir avec semi-périphérie, pour créer le système monde comme la seule solution, comme la seule orientation historique possible du politique vers économique, mais économique de classe, économique basé sur l'hégémonie, sur la domination, sur le pouvoir immense concentré entre les mains des riches, orienté contre les pauvres. Donc, si on accepte, on nous impose cette logique, de gauche, de droite, de la part des libéraux, de la part de la gauche, des contestataires, tout le monde est d'accord avec cette logique de la globalisation, de cette logique de l'histoire. Et les civilisations du deuxième monde sont l'obstacle. Le racisme, c'est la proposition concrète de refuser cette logique de l'histoire et proposer comme l'exemple, non pas les États-nations, l'État national, qui de toute façon s'intègre dans l'ensemble plus vaste aujourd'hui, et c'est la logique, et cette fois ce n'est pas subjective la logique, parce que les États-nations actuellement ne peuvent pas garantir sa souveraineté. Pour garantir souveraineté, il faut s'intégrer. Sans ça, on va perdre tout. Et ça, on reconnaît, mais en même temps, on ne reconnaît pas ce que
la phase nécessaire suivante sera la création du système monde. On peut dire stop. Ici, nous sommes arrivés à certains points. Ici, nous allons faire choix. Parce que nous sommes libres. L'histoire dépend non des prédestinations de sens calvinien, mais de la décision libre de l'humanité, des hommes, des sociétés, parce que on est libre. L'homme est libre. Tout le monde le reconnaît. On est libre, donc on peut choisir aller vers système monde, mais on peut choisir n'aller pas dans ce sens. Et l'idée où et qui doit prendre décision dans cette situation. Seulement, à vrai dire, seulement les civilisations de second monde, parce que d'eux dépend tout. Et le racisme, c'est l'idéologie de deuxième monde qui refuse de s'intégrer dans le système monde et qui propose comme l'exemplaire l'ordre mondial basé sur la multipolarité. Multipolarité concrète, non abstraite, mais concrète. L'Eurasie, c'est un des pôles, une civilisation russo-touranienne, slavo-orthodoxe musulmane, qui est la civilisation russe traditionnelle, et seulement un des pôles, parmi les autres. Mais la quantité des pôles ne doit être pas égaux à la quantité des États-nations, parce que la majorité des États-nations actuellement existants dans le monde ne peuvent pas garantir sa souveraineté devant la menace concrète de l'hégémonie de l'impérialisme américain. Donc, pour garantir la souveraineté, il faut s'intégrer. Et les civilisations de second monde doivent s'intégrer, s'affirmer comme les pôles du monde multipolaire qui ne veut plus aller vers le sens du système monde. Pour cela, il faut proposer certaines idées qui pourraient unir élite et les masses dans le contexte de la civilisation. Et c'est précisément le racisme. Le racisme vaut plus que les autres choses parce que c'est l'identité civilisationnelle qui unit élite consciente de ses racines et des masses conscientes de ses racines. Donc cette idée qu'on appartient à la même civilisation peut aider à éviter l'injustice sociale et l'opposition des classes. La même chose a été évoquée par Huntington quand il parlait sur la modernisation sans occidentalisation. Modernization without westernization. Et il y a beaucoup d'exemples des pays arabes quand l'élite arabe et les masses arabes se comprennent mutuellement sur le niveau des valeurs communes, les valeurs, dans ce cas, religieuses, historiques. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi les séparations, mais c'est tout à fait viable par rapport au monde arabe. Quelque chose dans ce genre, mais avec les autres instruments, se produit aujourd'hui réellement en Chine, où grâce au Parti communiste, on fait l'équilibre entre ouverture du pays et certains, on peut dire, nationalisme chinois, parce que sans ça, la Chine s'éclaterait tout de suite comme l'Union soviétique. Il y a beaucoup de problèmes intérieurs, sociaux, économiques en Chine. Sans ce rôle du Parti communiste qui garantit maintenant l'unité de la Chine, l'unité basée sur l'idée de la civilisation chinoise, non pas sur la
religion, non pas sur sur le communisme, parce qu'il y a maintenant le secteur assez grand qui est intégré dans l'économie libérale et mondiale, mais sur l'identité civilisationnelle. Donc, le Parti communiste est agent de civilisation, est assez efficace, on peut dire. Dans le monde islamique, il y a certaines situations, par exemple l'Iran, qui montrent que aussi cette identité de la civilisation peut unir et mobiliser toute la société. On voit certaines tendances très intéressantes dans l'Amérique latine, où actuellement les gens comme Hugo Chavez ou Evo Morales, mais aussi dans les manières moindres, les autres représentants de la gauche latino-américaine cherchent à créer quelques identités civilisationnelles de l'Amérique du Sud, opposées consciemment à l'hégémonie américaine dans tous les sens, pour affirmer l'Amérique latine comme la civilisation et comme le pôle. C'est pourquoi ces contacts inexplicables avec le monde arabe, avec la Russie, l'intensification des relations, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est le racisme? C'est affirmer cette vision et insister sur l'identité civilisationnelle de la Russie. Mais ça demande aussi que les Russes insistent sur le fait que nous sommes représentants non pas le pays européen sous-développé, mais nous sommes les représentants de la civilisation particulière, avec les valeurs particulières qui sont jugées autoritaires, nationalistes, impérialistes, colonialistes, seulement par la bourgeoisie libérale apatride, disons, de nos riches, et par ses alliés de la gauche. Donc, on n'est pas comme ça, parce que nous avons les autres valeurs. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, l'autoritarisme russe. Oui, bien sûr, nous sommes le pays autoritaire. Non pas totalitaire, autoritaire, mais c'est l'autoritarisme demandé par les masses. Les Russes aiment la liberté tant, nous sommes tant chaotiques que nous sentons besoin de certaines mains fortes. Nous demandons le tsar. Pour nous, le tsar est nécessaire pour nous guider, parce qu'on aime trop la liberté. Sans ça, les Russes comprennent que nous ne pouvons pas organiser la société démocratique. C'était le commencement de notre histoire. Les premières phrases de notre histoire écrite, c'était comme ça. Les tribus, les peuples slaves ont chassé les Allemands, les Scandinaves, qui avant gouvernaient. Et après ça, ils commençaient de lutter contre soi-même. Et le pays étant riche, étant belle, a commencé de s'éclater. Et après avoir pensé, les Slaves ont décidé d'inviter encore une fois les Scandinaves pour nous gouverner. Et c'était le début de la dynastie des tsars russes qui a duré 1000 ans. Donc, on a invité quelqu'un, pas toujours on était content, mais finalement, c'était la seule manière de conserver notre histoire et faire de cette histoire l'histoire russe. Donc, c'est notre demande des masses, des peuples. Nous choisissons l'autoritarisme. Ce n'est pas crédible peut-être pour les Européens, mais il faut quand même reconnaître que peut exister l'autre, comme vous, qu'il y a les peuples, il y a les sociétés qui préfèrent
la main forte aux mains faibles. Il y a beaucoup des épisodes aussi dans l'histoire européenne, je crois. Mais finalement, leçon de ça, peut-être vous étiez toujours démocrates libéraux. Peut-être. Je ne conteste pas, c'est à vous à décider. Si vous avez cette image, bon, bien. Mais il y a l'autre sur lequel tous les postmodernistes, tous les humanitariens, Lévi-Strauss et les autres auteurs français insistaient toujours. Bon, nous sommes l'autre. Et quoi? Quand nous sommes l'autre et quand nous ne voulons pas laisser abîmer nos églises, tout le monde proteste pour soutenir Pussy Riot. Nous, les autres, nous, les Russes, nous n'aimons pas quand on désacralise nos églises. Peut-être nous sommes barbares, peut-être nous sommes sauvages. Bien, nous sommes autres. Nous sommes l'autre qui n'aime pas ça. C'est tout. Et pourquoi faire cette pression contre nous, contre nos sentiments, contre nos réactions que nous jugeons légitimes? Donc, c'est le racisme. Nous prétendons que nous sommes la civilisation avec les valeurs particulières et nous insistons sur cette valeur, nous voulons les conserver, les défendre et nous ne voulons pas les imposer aux autres parce que nous reconnaissons le droit des autres à avoir les autres valeurs. Bien, c'est multipolarité. La Chine aux Chinois, l'Europe aux Européennes, l'Eurasie aux Eurasistes, etc. Les pays islamiques pour les musulmans. Parfait, à notre avis. À notre avis, c'est bien logique, c'est multipolarisme. Et l'idée de contester le sens de l'histoire dans le sens libéral et trotskiste, c'est la seule chose que nous demandons, parce que nous voulons conserver ce système-là. Nous voulons accentuer ce que les civilisations possèdent, ses propres formes de la temporalité. Peut-être pour la civilisation occidentale, le temps va vers le nord riche, vers la fin de l'histoire, au post-histoire. Peut-être, mais il y a les civilisations qui opèrent avec le temps circulaire. Par exemple, la civilisation chinoise ne connaît pas le temps linéaire. Il opère avec le temps de l'éternel retour. Nous, les Russes, nous avons l'autre temps, le temps eschatologique orthodoxe. C'est l'autre version de la temporalité qui ne correspond pas, disons, au concept libéral du temps et de l'histoire. Et les civilisations doivent être laissées, disons, comme ils sont ou comme ils veulent devenir. Donc c'est l'idée de laisser aux représentants de la civilisation de choisir leur destin sans influence extérieure. C'est le racisme. C'est pourquoi, à mon avis, mais pour faire ça concrètement, il faut réaliser l'intégration de l'espace post-sémitique pour créer les conditions des existences du pôle. Et c'était projet de l'Union eurasienne. Il faut avoir les rapports différents avec toutes les forces dans le monde qui rejettent l'hégémonie américaine, d'où provient les relations de Poutine avec Téhéran, notre support à la Syrie et nos relations avec la Chine, donc dans la plus petite échelle avec l'Inde et les autres pays. Et notre politique mondiale. Donc on est amis de ceux qui sont en faveur de monde multipolaire et qui représentent le droit de l'autre à l'existence, qui vraiment peut accepter la possibilité de l'existence et coexistence des systèmes de valeurs différents. Donc, c'est pourquoi le racisme
peu à peu devient l'idéologie dominante, peu à peu, non pas trop rapide, de la Russie. Parce que le racisme explique la situation mondiale, fait la carte historique, géopolitique du monde et aide à choisir la voie de prendre les décisions à nos dirigeants. C'est ça le racisme. On peut parler de sources historiques parce que les premiers représentants de ce mouvement-là étaient dans les années 20, parmi les émigrés russes blancs. Après, il y avait la période où Lev Gumelov, l'historien russe, a développé cette idée, et après des années 80, on nous appelle néo-racistes ou le racisme nouveau, on continué de développer la même attitude en insistant sur que la Russie est civilisation, sur qu'il y a pluralité des systèmes de valeurs et que nous ne voulons pas le monde hégémonique unipolaire, mais le monde pluraliste basé sur le principe de civilisation multipolaire. Concrètement, mais d'autre côté, le passage très important vers quatrième théorie politique. Quand nous avons commencé de considérer une situation idéologique des années 90 dans le monde après la chute du communisme, nous avons aperçu qu'il n'y a que le libéralisme qui reste comme idéologie politique. Et il s'est apparu le premier et il doit disparaître le dernier parce qu'il existe aujourd'hui. Donc, c'était la première théorie politique. Il y avait deuxième théorie politique représentée par le marxisme. Le marxisme était critique qui avait quelques points communs avec le libéralisme, comme nous avons déjà dit. Et aussi, il y avait troisième théorie politique comme fascisme. Vers la fin du XXe siècle, seconde et troisième théorie politique étaient totalement détruites. Vaincus. Et vers la fin des années 90, nous pensions, peut-être naïvement, qu'il faut unir tout ce qui était antilibéral, la gauche et la droite qui n'acceptaient pas le libéralisme, qui était contre le, disons, première théorie politique, dans certaines synthèses qu'on appelait à l'époque national-bolchevisme. Après certains événements politiques de la Russie, création de Front National Bolchevique, après les sessions, après les dérives de genre divers, et aussi après peu de succès de faire la même chose en Occident. En Europe, par exemple, il existait les tendances pareilles dans la même époque. Finalement, moi, Alain Débinois et nos amis, nous sommes arrivés à la conclusion que cette tactique-là aussi n'est pas opérative. Parce que si fascisme est vaincu, communisme est vaincu, toutes les formes d'antilibéralisme historiquement présentes sont vaincues. Et même si on ajoute une forme vaincue à l'autre, on aura seulement troisième forme, disons, nostalgique, qui va hériter les mêmes défauts des idéologies politiques qui ont échoué. Donc, après ça, la seule pas nous reste faire non pas le pas en derrière, mais le pas en avant. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le libéralisme qui est sans les ennemis. Et
dans cette situation, la première théorie politique se transforme. Il y a la mutation, la transformation de nature du libéralisme actuel qui est maintenant sans les ennemis. C'est vraiment peut-être parce que le libéralisme possède seulement la stratégie négative, c'est la liberté c'est la liberté qui est opératoire seulement quand elle est orientée contre les totalitarismes, de gauche ou de droite, peu importe. Mais quand le libéralisme vainc la manque de stratégie positive et son négativité, parce que le libéralisme défend la liberté seulement négative, comme John Stuart Mill a montré très bien. C'est que le libéralisme ne dit absolument rien sur le contenu de la liberté. La liberté, pour les libéraux, c'est la liberté négative. Point. Donc maintenant, le libéralisme est seul. Et il ne faut pas, selon nous, de créer l'ennemi artificiel pour prolonger la vie. C'est le libéralisme qui est en recherche de nouveaux ennemis pour se continuer. Le monde islamique, par exemple, pour les néocons américains, ou Poutine, ou Corée du Nord, ou Bachar Assad, ou Kadhafi, ou Chavez. Donc, l'idée est qu'il ne faut pas regarder derrière nous, mais il faut faire le pas en avant et opposer au libéralisme quelque chose absolument nouveau, ce que nous ne connaissons pas encore. Donc, on est anti-libéral, on conteste le narratif, grand narratif libéral, et aussi on conteste la gauche pro-libérale qui est devenue alliée du libéralisme, et on doit proposer quelque chose de totalement nouveau. C'est non pas seconde théorie politique, non pas troisième théorie politique, non pas le mélange aux synthèses entre seconde et troisième théorie politique, mais quelque chose complètement de nouveau qui va regarder vers le futur. C'est assez facile de dire et c'est difficile de faire, mais finalement il y a quelques peut-être orientations. Comment on fait ça? On peut se rendre compte qu'il s'agit dans tous les trois théories politiques et des mélanges de ces théories de la modernité. Tous les trois théories politiques sont les expressions politiques de la modernité. Et le libéralisme a gagné la lutte pour le sens de la modernité. Aujourd'hui, c'est absolument certain que le libéralisme et la modernité, c'est une et même chose. Il n'existe pas l'autre modernité, malgré les prétentions des communistes ou des fascistes. Donc, il y a seule modernité libérale, parce que le libéralisme concentre le sens de la modernité. Il a gagné cette lutte. Donc, on a gagné, il faut faire point et passer vers postmodernité. Donc, il faut dépasser non seulement la modernité libérale, mais modernité en tant que telle, en reconnaissant que la modernité vraiment est manifestée dans le libéralisme. Il faut s'en finir avec la modernité. Et quoi on peut opposer à la modernité? Ici aussi certains points peut-être inattendus pour certains. Bien, on peut opposer la pré-modernité. Parce que le passé que les conservateurs défendent, ce n'est pas les valeurs que les conservateurs défendent, n'est pas les valeurs du passé. Ce sont les valeurs de l'éternité, comme a dit Arthur Müller-Vandenbroek. Si nous sommes les croyants religieux, nous ne croyons pas en Dieu qui était, mais nous croyons en Dieu qui est toujours, qui était,
au début de l'histoire, mais qui est aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, et qui sera demain. Donc, il faut s'adresser au sens de l'éternité, parce que la modernité, c'est la réfutation de l'éternité. La modernité, c'était construit sur le temps. Donc, il faut rejeter le temps qui s'est séparé de l'éternité et réintroduire l'autre temps, le temps lié à l'éternité, donc le temps sacré. Donc, notre appel à la pré-modernité, ce n'est pas l'appel au passé, c'est l'appel à l'éternel. Mais pour ça, il faut totalement changer notre attitude par rapport à nous-mêmes, à l'autre, à la société, à l'histoire, au monde. Il faut autre vision du monde, ce que nous proposons faire dans l'esprit plus ou moins des traditionnalistes. Mais en même temps, nous pouvons faire l'appel à la postmodernité. C'est encore plus difficile parce que la postmodernité critique le récit de la modernité. Les postmodernistes eux-mêmes sont en quelque sorte comme les gauchistes qui, en critiquant le capitaliste, veulent continuer et mener jusqu'à les dernières conclusions le même discours. Mais ce sont les postmodernistes, ce sont eux, les postmodernistes numéro 1. Mais nous pouvons proposer l'autre postmodernité, l'autre postmodernisme qui s'inscrit à la critique de la modernité et propose l'autre vision en échange. Donc, pour, par exemple, faire court-circuit en unissant la prémodernité et la postmodernité, en liquidant ou déconstruisant la modernité et le narratif moderne avec les procédés postmodernes, mais en revanche en introduisant les valeurs et disons certains concepts prémodernes. Et les libéraux comprennent le danger de notre part parce que maintenant ils affirment, j'ai parlé personnellement avec Fukuyama, il m'a dit que nous étions trop en avant en déclarant la fin de l'histoire. Nous devons encore insister sur la modernité, sur les États modernes, pour détruire toute la possibilité de retour vers la prémodernité. La même chose font les philosophes qui insistent sur le soi-disant réalisme critique. Ils disent, les postmodernistes ont ouvert certaines possibilités de, disons, de liquidation de certaines vérités modernes. C'est très dangereux et il faut éviter ça. Donc, parce que en rejetant les vérités de la modernité et dans l'absence totale de quelque chose de positif de la part des libéraux, il y a le vide. Le vide, ce n'est pas pour eux le danger, mais si apprêterons nous qui allons remplir ce vide. Donc ça devra un peu plus problématique pour eux. Donc je crois qu'il faut absolument ne rejeter la postmodernité, mais essayer chevaucher la tigre dans ce cas. Donc entrer dans la postmodernité, accepter et assimiler, disons, les méthodes, les instruments de la critique postmoderne de la modernité, mais totalement au sens opposé que les postmodernistes eux-mêmes le font. Ce n'est pas facile, mais c'est à mon avis fascinant pour certains esprits non conformistes et ouverts. Et pour finir
cette présentation de le racisme, quatrième théorie politique, je puis indiquer seulement le chemin aussi à propos, en disant quelques mots à propos, qui est le sujet ou l'acteur essentiel de quatrième théorie politique. Parce que dans la première théorie politique, c'était l'individu qui est la mesure des choses. Dans la seconde théorie politique, l'acteur ou sujet, c'était la classe. Il y a les deux classes. Et dans la troisième théorie politique, c'était l'État, l'État-nation ou la race. Au troisième acteur. Si on veut sérieusement dépasser tout ça, on doit construire la théorie politique non pas sur l'individu. Il n'y a plus on déconstruit l'individu, il n'y a plus. On rejette l'individu, donc c'est déjà quelque chose. On aussi refuse la classe comme l'acteur essentiel pour ne pas être pris dans la piège du discours libéraux marxistes aussi. Et on aussi refuse la nation, l'État et la race, comme les concepts obsolètes. Et quoi donc nous devons trouver quelque chose en échange. Et ce n'était pas facile. Et dans une des conversations avec Alain Debinois à Moscou, pendant le quatrième colloque sur quatrième théorie politique dans l'université d'État de Moscou de Lomonosov, où je dirige la chaire de sociologie des relations internationales, on est arrivé spontanément, en quelque sorte, à la réponse. Ça devra être Dasein, être là, comme la catégorie centrale de la quatrième théorie politique. Personne, à notre connaissance, n'a fait ça. Mais c'est en quelque sorte, le défi pour ceux qui veulent dépasser status quo intellectuel, politique, idéologique, etc., etc. Et pour en finir, je dis seulement que ce n'est pas aucunement la dogme, quatrième théorie politique, et quand notre ami de Égalité et Réconciliation a dit déjà, c'est l'invitation. Je considère le concept de quatrième théorie politique comme l'invitation à penser. Il me semble que l'autre amont français a dit la poésie est faite par tous, non par un. Donc je crois que quatrième théorie politique ne peut être faite par un ou par groupe, c'est par tous, parce que de ça dépend tout. De ça dépend l'histoire, le sens de l'histoire, le sens de l'Europe, le sens de la Russie, le sens des États-Unis, le sens de l'humanité en quelque sorte. Si on réussit d'homogénéiser quatrième théorie politique, nous tous, donc nous aurons un futur. Sinon, l'autre, aucun. Donc je vous remercie.